Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Reprendre la mer avec Interentreprise. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord, l'actu. La période des vacances est propice à des décisions qui provoqueront des bouleversements. Par exemple, le groupe Bolloré a signé un accord de cession de ses actifs regroupés sous l'enseigne Bolloré Logistique ce 11 juillet avec la compagnie maritime CMA CGM. Certes, les autorités de la concurrence doivent encore donner leur accord, mais les dés sont jetés. Un opérateur unique, CMA CGM, sera à court terme dominant dans le maritime et dans la logistique aux Antilles françaises, en Guyane, voire dans la Caraïbe. Le groupe vient d'ailleurs d'ouvrir une nouvelle agence à Barbade et vient d'annoncer de nouvelles taxes pour ce 17 septembre pour les marchandises venant des États-Unis et allant vers la Caraïbe. Le business continue donc. Seconde actu. Saturation impressionnante dans le canal du Panama durant ses vacances. Au plus haut de la crise, ce mois d'août, 190 navires devaient patienter au moins 19 jours pour passer d'un océan à l'autre par le célèbre canal. Normalement, le temps d'attente est de 3 à 5 jours. La raison de cet embouteillage maritime monstre, le réchauffement climatique, qui provoque une sécheresse sans précédent et fait baisser le volume d'eau contenu dans le bassin hydrographique formé par les lacs Gatun et Alajuela, indispensables pour faire passer les bateaux, mais aussi pour alimenter les 4,2 millions d'habitants de la région. 76 000 mètres cubes d'eau douce, oui, 76 000 mètres cubes d'eau douce sont nécessaires pour faire passer chaque bateau des océans Atlantique au Pacifique. Nous avions déjà parlé de cette aberration en août 2022. La situation se détériore donc. Si des solutions pérennes ne sont pas trouvées, au-delà d'attendre que la pluie tombe, cette voie maritime indispensable au commerce international va connaître de graves difficultés et le commerce mondial avec lui. Il faut commencer à réfléchir à un autre système. Petite dernière actu. L'Union européenne vient de valider un nouveau règlement pour les navires ayant une jauge brute supérieure à 500 à 5000 tonnes. Ils devront diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de moins 2% en 2025, moins 6% en 2030, moins 14,5% en 2035, moins 31% en 2040, moins 62% en 2045 et moins 80% en 2050. En outre, à partir de 2030, les bateaux transportant des passagers et les porte-containers devront s'alimenter de manière électrique quand ils seront à quai dans les principaux ports de l'Union européenne, dont ceux des Outre-mer. Maintenant, notre invitée, Laurie Eck, directrice déléguée du Sanctuaire Agora. Bonjour Laurie Eck. Bonjour Francette. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup à vous de me recevoir. Vous êtes la directrice déléguée du Sanctuaire marin Agora. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire marin? Alors, c'est une aire marine protégée dédiée à la protection des mammifères marins, donc les baleines, les dauphins, et il couvre toute la zone économique exclusive des Antilles françaises, donc les eaux qui sont autour de la Martinique, de l'archipel guadeloupéen, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et ça représente un petit peu plus de 140 000 km². Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire et surtout ne pas faire dans un sanctuaire marin? Alors, l'idée d'un sanctuaire de protection des mammifères marins, c'est bien d'essayer de les laisser le plus tranquille possible. Pourquoi déjà ce sanctuaire? C'est parce que la Caraïbe, et notamment les Antilles françaises, représentent vraiment un hotspot en matière de mammifères marins. Il y a près de 25 à 30 espèces sur les 120 qui existent sur la planète et 80 espèces de cétacés. Alors, il y a des espèces résidentes qui sont là toute l'année, comme les dauphins tachetés pantropicaux ou les cachalots, les grands cachalots. Il y a des espèces assez emblématiques qui viennent migrer pour mettre bas et se reproduire dans les eaux. Ça, c'est les baleines à bosse, qui sont là depuis décembre et jusqu'à mai en général. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire dans un sanctuaire marin? Parce que il y a des règles, en effet. Donc, l'idée du sanctuaire, c'est aussi de limiter les menaces que peuvent représenter les activités des hommes pour les mammifères marins. Et donc, parmi les menaces, bon, il y en a plusieurs. Il y a la pollution par le plastique, il y a les pollutions sonores. Il peut y avoir également le dérangement par l'approche. Donc, une des règles du sanctuaire Agora, c'est un arrêté de 2017 qui stipule qu'on n'a pas le droit de s'approcher volontairement à moins de 300 mètres des mammifères marins dans tout le sanctuaire Agora. Donc, dans toutes les eaux que je vous ai dites au début.
Seuls les opérateurs professionnels formés par le sanctuaire peuvent s'approcher jusqu'à 100 mètres volontairement des mammifères marins et avec des techniques d'approche très particulières. Et tout ça pour leur permettre d'être le plus tranquille possible, de moins les déranger possible. Alors, où vient le sanctuaire marin de la Caraïbe française, s'appelle AGOA? D'où vient ce nom? Alors, ce nom, il viendrait de la mythologie des Indiens Arawaks qui sont venus donc du nord de l'Amérique du Sud, de l'Amazonie, et qui ont peuplé les petites Antilles progressivement depuis des siècles, voire des millénaires. Et on pense que AGOA, ça serait le nom d'une divinité marine, la mère de l'esprit des eaux en quelque sorte. Certains pensent même que Maman de l'eau serait une sorte d'adaptation créole d'AGOA. Et donc vous disiez tout à l'heure que le sanctuaire a la même surface en quelque sorte des zones économiques exclusives. Est-ce que par exemple on pourrait installer un champ d'éolien dans ce sanctuaire? Alors il faudrait demander plusieurs autorisations qui relèvent pas que du sanctuaire AGOA. Nous, ce qu'on ferait a priori au sanctuaire AGOA, ce serait fournir un avis sur les impacts, négatifs ou pas, que pourraient avoir les éoliennes en mer par rapport aux mammifères marins. En tout cas, c'est envisageable. C'est a priori envisageable, même si le sanctuaire AGOA porte le nom de sanctuaire, il faut pas le voir comme une mise sous cloche. De toute façon, l'espace est énorme et nous, vraiment, on s'occupe uniquement des baleines et des dauphins. Toutes les autres espèces marines, on peut s'en occuper parfois via la coopération internationale, mais il y a également d'autres structures, d'autres institutions qui vont s'en occuper pour les protéger. Qui est constitué votre équipe? Combien de personnes travaillent au sanctuaire? Alors actuellement, on est une dizaine à peu près. Donc il y a mon adjoint, responsable scientifique et moi-même. Et ensuite, j'ai 5 personnes en volontariat de service civique. On a une assistante administrative et on a 3 personnes qui sont CDD pour un projet qui est financé par des fonds européens, Interreg Caraïbes, et qui font de la coopération à l'échelle caribéenne, voire au-delà. Justement, vous parlez de coopération. Est-ce que vous avez des relations avec les autres pays de la Caraïbe, vu que des mammifères, ça circule? Il n'y a pas de frontières. Donc, comment vous organisez ces rencontres ou bien ces échanges? Exactement. Les mammifères marins, les baleines, les dauphins n'ont pas de frontières. Ils connaissent pas les frontières humaines. Et certaines espèces vont très loin. Elles vont à travers toute la Caraïbe, voire au-delà. La baleine à bosse dont je parlais tout à l'heure, entre juin et novembre-décembre, elle va soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Les cachalots, les grands cachalots mâles, ils migrent aussi assez loin. Donc très important la coopération, au moins à l'échelle caribéenne. Et donc on a pas mal de relations, on a des jumelages avec certains sanctuaires de la Caraïbe ou voire au-delà. Donc avec le sanctuaire Yarari par exemple qui recouvre les eaux de certaines îles néerlandaises de la Caraïbe. On a beaucoup d'échanges également avec le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, donc au Québec, avec le parc marin de Stallwellenbank, qui est au large de Boston aux États-Unis, ou encore avec le sanctuaire Pelagos en Méditerranée. Concrètement, ça se traduit par beaucoup d'échanges, des idées, des mises en œuvre communes pour prendre des mesures adaptées pour protéger au mieux toutes ces espèces. Et au niveau de la Caraïbe, c'est surtout à travers des projets, Interreg Caraïbes en général, qu'on va échanger avec beaucoup d'îles, de pays et de territoires de la Caraïbe. Actuellement, on a le projet CAMAC pour Caribbean Marine Megafauna and Anthropogenic Activities. CAMAC, c'est plus facile. CAMAC, voilà. Qui a plusieurs axes. Il y a notamment un axe sur les échanges scolaires. Donc, on va mettre en place des jumelages scolaires. L'idée étant de jumeler 2 collèges ou 2 lycées ou équivalents de la Caraïbe. Par exemple, on a une bonne piste là pour faire un jumelage autour du thème de la protection de l'environnement marin pour entre un lycée de Guadeloupe et un lycée de la Dominique. Ou encore avec un collège de Martinique et un collège ou équivalent de Sainte-Lucie. Et un autre axe de ce projet, c'est de travailler sur la réduction des prises accidentelles, puisque les prises accidentelles peuvent vraiment nuire à certaines espèces ou groupes d'espèces. Projet CAMAC qui s'intéresse aux mammifères marins, mais aussi aux tortues et aux requins aussi. Et donc, un des axes, ça va être d'essayer de vraiment réduire drastiquement, le nombre de captures accidentelles de tortues marines notamment. Et comment vous voyez l'évolution d'une telle organisation telle que le sanctuaire AGOA? Donc, vous êtes créé depuis quand, dites-moi? Alors, il a été créé officiellement par déclaration de la France en 2010 et l'équipe s'est mise en place peu à peu ensuite à partir de 2012. Et là, moi, je suis en poste depuis 2019. Donc, depuis 2019, il y a une équipe qui travaille, qui remonte des données, etc. Comment ça peut évoluer? Est-ce que c'est un outil qui est vraiment
fait partie de la politique de l'Office français de la biodiversité pour pouvoir mieux protéger la nature dans cette partie du monde? Oui, vraiment, c'est vrai que le sanctuaire AGOA est géré par l'Office français de la biodiversité, donc un établissement public national qui lui donne son équipe technique, ses moyens. Mais le sanctuaire AGOA, il faut le voir aussi comme un espace de concertation. Il y a une instance de gouvernance qu'on appelle la conférence des acteurs, un petit peu comme un conseil d'administration ou un conseil de gestion, qui réunit 32 membres issus des 4 îles des Antilles françaises, mais aussi des membres internationaux, un membre de l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et on réunit relativement régulièrement cette instance, toutes ces personnes, et même parfois des acteurs encore plus larges, pour discuter des mesures que le sanctuaire AGOA, l'équipe technique, ensuite devra mettre en œuvre, en cohérence avec le reste des actions de l'OFB, mais également avec toutes les politiques publiques et puis tous les intérêts, tous les enjeux de tous les acteurs. Donc en 2022, par exemple, on a fait des grandes réunions de concertation pour définir le plan de gestion, qui est vraiment le document directeur qui définit les grands objectifs sur le long terme, c'est sur 15 ans. Waouh! Donc un nouveau plan de gestion de 2002 à... De 2023, 2023 c'est la première année jusqu'à 2037. 37, d'accord, ok. En se posant des objectifs, c'est-à-dire que le sanctuaire marin doit être telle chose dans 5 ans, telle chose dans 10 ans, etc. Exactement. C'est surtout des objectifs par groupe d'espèces. D'accord. Il faut qu'on recherche un bon état, des bonnes conditions d'accueil, etc. pour toutes les espèces qui le peuplent par groupe d'espèces. Et ceci en mettant en œuvre certaines mesures. Et c'est tout ça que définit le plan de gestion, qui est vraiment un document essentiel et surtout qui est un document concerté. C'est pas uniquement l'équipe technique qui l'a réalisé toute seule dans son coin. Et qui est commun à la Caraïbe, enfin l'OFCO en tout cas. Il est commun en tout cas à toutes les Antilles françaises et il s'inspire ou il rentre en cohérence avec d'autres documents à l'échelle de la Caraïbe. Il y a également une sorte de plan de gestion, un plan d'action à l'échelle de toute la Caraïbe qui existe et les deux documents sont parfaitement cohérents entre eux. D'accord. Ben écoutez, merci infiniment pour toutes ces précisions. Voilà un organisme qui mériterait d'être mieux connu parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus ce logo AGOA. On entend, comment dire, qu'il faut protéger, mais savoir exactement comment agir et puis faire descendre cette information jusqu'au plus grand nombre, c'est une vraie priorité. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Place au métier de la mer. Aujourd'hui, rencontre avec Jérôme Couva. Il est responsable scientifique au sanctuaire AGOA. Justement, il nous explique en quoi consiste son métier. Je m'appelle Jérôme Couva, j'ai 35 ans et je suis biologiste marin spécialisé mammifères marins au sanctuaire AGOA. Le sanctuaire AGOA, c'est une aire marine protégée qui couvre toutes les eaux des Antilles françaises, donc la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et c'est une aire protégée qui est dédiée à la protection des mammifères marins. Alors aujourd'hui, il y a plein de parcours différents qui permettent de devenir biologiste marin. On a des parcours vraiment scientifiques, on a des parcours un petit peu plus dans la gestion de l'environnement et des littoraux. Il y a de plus en plus de parcours et de plus en plus de passerelles, ce qui est une très bonne chose. Quand moi j'ai fait mes études, on était sur quelque chose d'assez linéaire. Il fallait faire de la biologie et puis ensuite de la biologie marine pour éventuellement espérer pouvoir travailler avec les mammifères marins. Mais là, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'on peut arriver à être biologiste marin ou à travailler dans le milieu de la mer avec plein de formations différentes. J'ai un parcours académique qui illustre justement un petit peu cette diversité et ces passerelles puisque je n'ai pas fait le parcours classique entre guillemets. J'ai un bac scientifique, ce qui est un prérequis on va dire. Mais ensuite j'ai fait un BTS de gestion et protection de la nature, donc qui est un diplôme qui vous prépare à être sur le terrain, être vraiment un technicien de l'environnement, apprendre à reconnaître les différentes espèces d'oiseaux, d'amphibiens, de mammifères, vraiment pour travailler sur le terrain, pas spécialement en lien avec la mer. C'est après que j'ai décidé de me rapprocher du milieu marin, donc j'ai fait une licence de sciences de la mer et de l'environnement. Donc là on repart un petit peu sur un parcours universitaire un petit peu plus scientifique. Et puis j'ai fini avec un master de sciences des mammifères marins. J'ai trouvé ce master qui est en Écosse
qui est probablement un des seuls au monde à être entièrement dédié à l'étude des mammifères marins. J'ai commencé mon activité professionnelle par un service civique en 2012 pour une association en Provence qui travaillait à la protection des cétacés de Méditerranée. Ce que ça veut dire, c'est que j'étais chargé de réaliser certaines missions pour l'association. Particulièrement, on était très focalisé sur deux thématiques: les collisions entre les grands navires de commerce et les grands cétacés, les baleines, les cachalots, et le développement de l'activité de whale watching, qui est une activité touristique qu'on a aussi beaucoup aux Antilles. Le whale watching, c'est le fait d'emmener des gens voir les baleines dans leur milieu naturel. On fait plein de choses. On fait à la fois de la recherche, on essaye d'améliorer ou d'approfondir les connaissances sur les mammifères marins. On met en place des mesures pour essayer de les protéger. Une fois qu'on sait qu'on a les connaissances, on les met en application pour essayer de réduire les impacts d'activité humaine. On fait aussi beaucoup de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Et puis beaucoup de collaboration à l'international parce que, encore une fois, AGOA est limité aux îles françaises, mais on a plein d'îles dans la Caraïbe et ce sont des animaux qui bougent, qui se déplacent énormément. Donc pour être efficace, il faut que ces actions-là elles aient une portée à minima régionale. Alors travailler sur les mammifères marins déjà en soi est quelque chose d'extrêmement excitant. Ce sont des animaux fascinants, ce sont des mammifères comme nous et qui pourtant sont tellement adaptés à leur milieu, ils ont des capacités phénoménales. Et puis ils portent quelque chose qui est assez difficile à expliquer, mais ils ont une aura auprès du grand public qu'on retrouve chez très peu d'autres espèces. Et il y a quelque chose avec ces animaux-là qui est vraiment très particulier. C'est probablement les seules espèces qu'on a chassées quasiment à l'extinction et qui maintenant ne fuient plus l'homme. Alors que c'est vraiment tout l'inverse pour tous les autres mammifères qu'on a pu chasser, ont toujours peur de l'homme maintenant. Certains sont devenus nocturnes pour nous éviter, et pas ces animaux-là. Et il y a une fascination en fait à travailler sur ces animaux-là. De plus en plus, j'ai l'impression que les jeunes qui arrivent ont beaucoup plus de conscience et de connaissances sur ces milieux-là que ce qu'on pouvait avoir quand moi j'ai commencé. Ce que je pourrais leur dire, c'est que travailler pour les mammifères marins, c'est difficile. Parce qu'il y a très peu de postes, il y a très peu d'offres. Et par contre, ça vaut vraiment le coup et il y a de plus en plus de possibilités d'y arriver. Et ça permet vraiment d'éprouver un petit peu sa volonté. Parce qu'en général, ceux qui y arrivent sont vraiment des battants, sont vraiment des gagneurs. Donc c'est aussi un apprentissage, c'est une vraie école de la vie de réussir à s'accrocher à son rêve, s'accrocher à ce but-là. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'on a vraiment l'impression, une fois qu'on y est, de faire une différence au jour le jour. Et c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé pour aujourd'hui. Faites-nous vos suggestions sur reprendrelamer@interentreprise.com. Nous nous retrouvons en octobre. Prenez soin de vous.